Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui un diplomate, M. Dominique de Cherff, qui est ambassadeur de France et qui publie Couleurs, mémoire d'un ambassadeur de France en Afrique. Bonjour M. de Cherff. Bonjour. Les mémoires, c'est que vous rompez avec la diplomatie? J'ai pris ma retraite il y a 1 an, donc j'ai respecté le délai de viduité, comme on dit. Et puis, je suis heureux aussi que ce livre paraisse à l'orée d'une nouvelle présidence. Comme ça, donc, une présidence normale, comme on dit ici. On peut parler librement, le passé est le passé. Très bien. 40 ans de diplomatie, ça veut dire que vous n'avez pas été dans les roues de la France-Afrique, et certains disent que pour le nouveau président qui arrive, le président Hollande, qui est là aujourd'hui, il n'a pas de réseau africain, ça va être compliqué. Vous partagez cette analyse? Je crois qu'il s'est déjà entouré de conseillers très compétents, notamment venant du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. On a en France de très bonnes équipes, de très bons connaisseurs de l'Afrique, et qui, s'ils sont bien utilisés, je pense, vont pouvoir donner de bons résultats. Très bien. Votre livre est intitulé Couleurs, et vous savez que parmi les priorités qu'il s'est fixées, il y a celle de retirer le mot race de la Constitution. Oui. Bon, ça c'est un problème, je laisserai aux constitutionnalistes et aux juristes, que j'étais dans une première vie. Bien sûr, il s'agit donc d'enlever un article qui prohibe les discriminations en fonction de la race, de l'origine et de la religion, si je me souviens bien. C'est-à-dire que si les races, bien sûr, scientifiquement, biologiquement, n'existent pas, comme on le dit, les représentations raciales ou les représentations religieuses ou d'origine existent bel et bien, puisque c'est en fonction d'elles qu'ils se font les discriminations. Donc, l'objet n'existe pas, mais la représentation existe. L'enlever, ça dépend par quoi on la remplace. On peut la remplacer par couleur. C'est-à-dire des choses observables, des choses... race aussi a une ambiguïté entre la race juive, entre guillemets, et la race noire. Donc, je pense que en 1946, cet article avait été introduit plutôt pour ne pas faire de discrimination contre les juifs, plutôt que contre les noirs, qui n'étaient pas trop, je pense, d'actualité en 1946. Et donc, il faut savoir par quoi on remplace ce mot. Parce que si on ne fait plus de discrimination, comment va se faire la protection du racisme et de l'antisémitisme, c'est-à-dire la répression. Il y a tout un appareil juridique en France qui est fondé sur cet article de la Constitution et qui prohibe dans le détail la discrimination raciale, la discrimination, l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme, et même dans l'article, je crois, la législation sur le génocide, et il y a le mot race aussi. Il n'y a pas seulement dans la Constitution, il faut le décliner dans toute la législation française, la législation pénale notamment, et il faut bien la remplacer par quelque chose. Très bien. L'autre changement majeur que l'on remarque aussi, c'est que le ministère de la Coopération, qui avait disparu à un moment puis qui est revenu, là n'existe plus dans la nomenclature gouvernementale. Il est remplacé par un ministère délégué au développement, si je ne me trompe pas. Cela change quelque chose véritablement dans l'organigramme et surtout dans la politique française en direction de l'Afrique? Le ministère de la Coopération avait été supprimé en 1998, si je ne me trompe pas, par le gouvernement Jospin, sous une cohabitation, président Chirac, gouvernement Jospin. J'y ai beaucoup travaillé à l'époque, puisque j'étais un des rares diplomates au Quai d'Orsay qui est servi dans des pays dits du champ de la coopération. Le Quai d'Orsay ignorait la coopération et la coopération ignorait le Quai d'Orsay. Donc c'était une réforme que j'applaudissais. Moi, j'ai beaucoup travaillé à ça. La disparition de la coopération, c'est-à-dire la normalisation, encore une fois. Si on a des relations normales avec tous les pays, il faut abandonner ce mot de coopération qui était connoté depuis la décolonisation.
Et donc, le développement, moi j'applaudis. Bien sûr que le développement, ça peut être l'Afrique, ça n'est pas que l'Afrique, d'ailleurs. Ça s'appuie sur l'opérateur qui est donc l'Agence française de développement. Ce n'est pas au ministère des Affaires étrangères de gérer des projets. Il y a un opérateur pour ça, mais il faut piloter, bien entendu. Donc, un ministre délégué plutôt au développement, c'est très bienvenu. Très bien. Et il n'y a plus de cellules africaines non plus à l'Élysée? Alors, il y a toujours une Madame Afrique maintenant. Il n'y a plus de Monsieur Afrique, il y a une Madame Afrique. Mais déjà, notre prédécesseur était inclus dans la cellule diplomatique. Il était conseiller diplomatique adjoint. On ne disait pas qu'il était conseiller pour l'Afrique. Donc, c'est l'Afrique, comme il y a un conseiller pour l'Asie, j'imagine, ou qu'on est pour le Moyen-Orient. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit connaisseur, et c'est le cas de celle qui a été nommée. Oui, une fidèle amie et bonne connaisseur de l'ensemble de l'Afrique. D'accord. On a beaucoup parlé de ce serpent de mer qu'est la France-Afrique. Certains ont voulu la tuer, d'autres ont parlé de rupture, avec plus ou moins de réussite. Là, le nouveau président s'engage également à avoir des relations normales avec le continent africain. Vous avez 40 ans d'expérience diplomatique sur le continent africain. C'est un chantier facile? En fait, ça reflète cette coupure qui date évidemment de la colonie de loin entre les deux moitiés de l'Afrique, l'Afrique francophone et l'Afrique dite francophone et l'Afrique dite anglophone. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de tous ces pays parlent des langues nationales qu'on nous met parfois sur le papier. C'est pas moi, un soi-disant, qui vais donc ramener et caricaturer la coupure de l'Afrique entre francophone et anglophone. J'ai regretté très souvent la méconnaissance par les francophones de l'Afrique anglophone et par les anglophones de l'Afrique francophone. C'est très, très regrettable. Et le développement du bilinguisme dans les institutions internationales au niveau africain, des francophones qui puissent accéder aux postes panafricains parce qu'ils peuvent parler anglais et réciproquement, c'est une très bonne chose. Mais ça met du temps et ça met trop de temps et ça ne progresse pas trop. Il y a des préjugés énormes des francophones contre les pays anglophones. Mais on voit très bien là aujourd'hui entre l'Union africaine, entre Jean Ping et Madame Zuma. Je dis toujours Madame Zuma, mais elle est divorcée. Elle a été son épouse. Oui. C'est ce rejet un peu de ce poids de l'Afrique du Sud par beaucoup de francophones et réciproquement, c'est dommageable. Et donc il faut l'important pour nous, pour la France, c'est d'aider à dépasser ces clivages, de ne pas maintenir en effet ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire l'Afrique francophone, l'ancien champ, le précaré, etc., uniquement dans ce tête-à-tête avec la France, exclusif, plus ou moins exclusif. Non, il faut que tous les pays d'Afrique puissent se parler entre eux et surtout parler au reste du monde, être de plein pied avec le reste du monde, avec l'Asie, avec l'Amérique, comme tout le monde. Et je crois que la France doit y aider considérablement. Elle ne va pas perdre. Elle n'a jamais perdu en ouvrant l'Afrique au reste du monde. Au contraire, plus les gens s'intéressent à l'Afrique, plus la France est dans le coup. Donc, parce que si les gens, le monde ne s'intéresse pas à l'Afrique, la France ne peut pas, elle toute seule. Donc, le fait à chaque fois, dans toutes les conférences internationales, de porter les dossiers africains, aide la France aussi au plan diplomatique international. Donc c'est aider mutuellement que de dépasser ces clivages. Dans les relations entre les pays africains et la France, il y avait ce rendez-vous presque rituel qu'on appelait le sommet des chefs d'État d'Afrique et de France. Ces dernières années, on a l'impression qu'on va vers son annulation. On n'a pas entendu le président Hollande s'exprimer là-dessus, mais pour Nicolas Sarkozy, ça ressemblait un peu à un exercice forcé en quelque sorte. Hein. Oui, j'avais suggéré, je ne sais pas si je le mis dans le livre, en effet que lorsque le président Sarkozy s'était interrogé sur sa politique africaine, c'est-à-dire quand il s'agissait de corriger
le discours de Dakar. Là, on avait pris la tâche de l'ensemble des partenaires, notamment des ambassadeurs de France en Afrique, et pour leur demander dans quelle voie s'orienter. Et j'avais personnellement, et je peux le dire aujourd'hui, écrit qu'il fallait au moins observer une pause, quelques années blanches dans les sommets. Il ne fallait plus faire de sommets. D'ailleurs, il y a une ambassadrice, Mme Avon, qui a été nommée pour essayer de rechercher la façon de réformer ces sommets. Et à ce moment-là, c'était normalement l'Égypte qui devait présider le prochain sommet de France-Afrique. C'était une façon, progressivement, mais si on avait étendu ces sommets à l'ensemble des pays africains, plus ou moins, comme il y a aujourd'hui, d'ailleurs j'observe, des sommets Chine-Afrique, des sommets même Brésil-Afrique ou États-Unis-Afrique. Bon, donc le principe n'est pas remis en cause, mais je ne pense pas que ce soit le cadre idéal pour aborder sainement les problèmes africains. De toute façon, je pense que les problèmes africains ne doivent pas être globalisés à l'extrême. Je pense que la relation bilatérale, mais surtout aussi la relation régionale, les dynamiques régionales sont plus à encourager que ces grandes messes d'un continent qui, je dirais, à le globaliser, on ne voit plus vraiment les Africains, leurs spécificités, leurs besoins respectifs. Il faut plutôt s'adresser à la complexité de l'Afrique qu'à la simplifier en mettant une Afrique mythique. D'accord. Il nous reste moins d'une minute, mais je voudrais que l'on revienne sur un point dans le livre qui m'a beaucoup marqué concernant votre expérience. Vous souhaitez véritablement que l'on dépasse les relations à la fois de colonisation et de néocolonialisme qui ont marqué les relations entre l'Afrique et la France. Et vous dites qu'il y a des moments fondateurs dans les rapports entre l'Afrique et la France, comme entre l'Afrique et le reste du monde, comme par exemple ce génocide au Rwanda ou l'apartheid, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Comment est-ce qu'on peut mettre ces éléments-là à l'actif d'une nouvelle présence africaine sur la scène internationale? Pour commencer par l'apartheid, l'Afrique du Sud est devenue un laboratoire de ce que peut en effet être non seulement l'Afrique, mais le monde, dans le cadre de la coexistence entre des gens qui s'excluaient les uns les autres. Le fait que la libération de l'apartheid en Afrique du Sud ne se soit pas terminée par un bain de sang, par une guerre civile, par un génocide, que ce soit des génocides des Blancs, ou, en l'occurrence, c'est toujours la minorité, est un enseignement qu'on aurait dû vraiment méditer. J'espère qu'on méditera de plus en plus. Je crois que ceux qui ont traversé ça ont quelque chose à dire, et il faut les écouter. Les autres Africains doivent les écouter, et les Blancs doivent les écouter, et partout les Occidentaux. C'est en ça que je dis qu'aujourd'hui, l'apartheid s'est mondialisé. C'est que on est cette relation d'exclusion, ces relations de race, blanc et noir, mais entre ethnies, etc., à chaque niveau, comme au Rwanda. Là où il y a le problème de la coexistence, donc d'éléments de gens qui se rejettent ou qui sont différents et qui se rejettent, le modèle, le laboratoire, est-ce que c'est un modèle? Ils se sont aussi à la recherche. Mais cette fameuse nation arc-en-ciel qui a été bâtie peut être considérée comme une référence, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Decherve. Je rappelle que votre livre, Couleurs, est paru aux éditions Pascal Gallaudet et qu'il est disponible donc à la fois dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.